Bonjour mesdames et messieurs, je vous présente à la suite de Monsieur Eve un épisode qui concerne plutôt une minorité de La Réunion, une minorité d'une minorité, à savoir celle des engagés. Cette séquence des engagés en fait se décline plutôt en deux temps. La première concerne le milieu du XIXe siècle et la deuxième, le début du XXe. Mais je m'attarderai essentiellement sur la première séquence, donc les engagés chinois et les illusions perdues, un petit clin d'œil à Balzac, lors de la première implantation d'engagés chinois à La Réunion, donc 1844-1862. Je peux faire la prochaine diapo. Donc, au niveau des circonstances historiques, donc, en ce milieu du XIXe siècle, vous savez que La Réunion, depuis la mise en sucre début du siècle, depuis grosso modo 1815, connaît un développement sucrier. Et face à ce développement sucrier se pose un autre problème qui est celui de la main-d'œuvre nécessaire pour la culture des cannes. Donc, comment faire? D'autant que l'abolition se profile à l'horizon, donc il n'y aura plus les esclaves d'Afrique pour le faire. Il y a des soucis au niveau du recrutement des Indiens qui se heurtent à des difficultés. Est-ce qu'on peut vous... Or, c'était bon, la sucrerie, si vous pouvez mettre la sucrerie. Donc, ce moment est quand même très crucial pour ce développement sucrier. Donc, vous avez un exemple ici avec cette sucrerie de Saint-Joseph, dessinée par Roussin. Bon, c'est un petit peu plus postérieur, 1867, mais ça reflète néanmoins tout ce développement économique dont l'île fait l'objet. Alors, comment faire? Donc, on sait que pour La Réunion, la recherche de la main-d'œuvre tous azimuts a été un des soucis permanents et on se tourne cette fois-ci vers l'Asie, non pas vers l'Inde, mais vers la Chine. D'autant que, suite aux guerres de l'opium, et compte tenu de l'ouverture forcée de la Chine aux puissances étrangères, des ports ont été ouverts et aussi deux négociants de Saint-Denis, M. Chassagne et M. Périer de Drive, écrivent au gouverneur: nous avons l'honneur de vous exposer que, pour satisfaire aux demandes de laboureurs chinois qui sont faites, nous sommes au moment d'affréter un navire pour aller chercher des Chinois aux îles de Pulau Pinang, Singapour ou Bali. Notre projet est de contacter des engagements en vertu desquels des Chinois s'obligeraient pendant 5 ans à cultiver la terre et faire d'autres travaux qu'exige l'industrie agricole de la colonie et seraient soumis aux lois et ordonnances, arrêtés, règlements en vigueur qui pourraient être prêts. Dans le conseil privé de Bourbon, en ce mois de novembre 1843, il y a des voix qui sont très réticentes, qui disent on va vers l'aventure, on ne sait pas à quel genre de personnes on confie nos plantations. Ils disent même qu'ils ont eu quelques échos défavorables venant de Maurice. Et quelqu'un va faire pencher la balance, c'est le directeur de l'Intérieur qui dit mais en fait ce qui s'est passé à Maurice, c'est qu'on les a traités comme des esclaves,
Mais je vous assure, ils sont pas très violents, ils sont même poltrons et très poltrons. Donc là, on finit par se rendre à ces arguments et le Conseil accepte le principe de l'introduction de 1000 laboureurs chinois. Et en ce sens est signé un arrêté du gouverneur Bazoche le 11 novembre 1843 qui stipule que, vu les demandes nombreuses qui sont adressées concernant l'introduction des travailleurs chinois dans la colonie, considérant que l'élévation croissante du prix de la main-d'œuvre est une preuve incontestable de la nécessité d'augmenter le nombre de bras appliqués à la culture et à l'industrie, considérant que, bien que l'introduction des travailleurs du continent asiatique soit autorisée, il importe cependant, en ce qui concerne les travailleurs chinois méconnus dans la colonie, de procéder avec prudence et de s'assurer que cette race d'hommes peut rendre des services qu'on attend sans que l'ordre public en soit troublé. Quand on lit a posteriori la fin de l'arrêté, on peut rester un peu rêveur. Donc, à partir de cet arrêté, on va introduire dans la colonie, du moins on décide d'introduire jusqu'à concurrence de 1000 personnes. Les contrats doivent être faits pour une durée de 5 ans. Les individus âgés de plus de 16 ans et interrogés individuellement à leur arrivée par un commissaire, ceux qui sont reconnus de mauvaise constitution doivent être rapatriés immédiatement. Des dispositions sanitaires sont prévues, en particulier la quarantaine à l'arrivée. Les passagers doivent disposer d'un espace suffisant, estimé à 1,50 m de superficie dans l'entrepôt et 3,50 m sur le faux pont. Enfin, il doit être fourni à chacun d'eux, outre 3 litres d'eau, une ration composée d'1 kg de riz, de 125 g de poisson séché, de légumes ou de viande et de 15 g de sel. Donc on passe au 2, l'introduction des engagés chinois. On a cette deuxième partie. Le 3 mâts le suffrène donc, revient à La Réunion le 13 avril 1844 avec à bord 70 passagers dont 35 Indiens et 54 Chinois en provenance de Polopinan. C'est la première arrivée massive. Il y en a eu avant, mais d'une façon plus, j'allais dire, beaucoup moins élevée, quoi. Les navires amenant les travailleurs chinois vont se succéder au cours de l'année 1944. En juillet, la Gabarre La Sarcelle, commandée par le lieutenant de vaisseau de Proté, arrive de Singapour avec 69 engagés chinois. 59 sont dirigés vers l'atelier colonial où ils sont affectés à des travaux d'antigage de la rivière des Marsouins, le reste aux travaux de protection de la rivière Saint-Denis et ceux qui restent vont faire de la sériciculture chez M. Périchon-Salazie. Le 16 août, le 3 mâts le Palladium en ramène de Polopinan 216 Chinois. Le nombre commence à augmenter. Le 11 septembre de la même année, le Palladium revient avec 3 hommes. Le 5 octobre, le Nouveau Tropique revient avec 178 Chinois et il sera à nouveau à Bourbon en 1845. Donc les contingents se succèdent, amenant notamment des gens de la région d'Amoy, mais cette immigration va ralentir. Le 2 juillet 1846, le gouverneur Graeb signe un arrêté suspendant, sauf en ce qui concerne les opérations en cours, toute nouvelle introduction d'engagés chinois. Donc, on se trouve donc aux antipodes de ce que le gouverneur Bazoche avait proposé en 1843, la suspension officielle. La colonie compte alors 458 engagés de ce type et on n'a même pas atteint le chiffre de 1000 qui était prévu au départ.
Donc on peut s'interroger sur les raisons de ce changement. Si on peut passer la troisième, le grand 3, illusions et des illusions des engagistes. Est-ce qu'on a quelque chose uniquement d'accord? Donc, au début des années 1840, la presse locale, que M. Ève connaît bien, puisqu'il nous a abondamment détaillé le contenu concernant la peine de mort. Moi, j'ai plutôt vu le côté engagé chinois. Donc, cette presse est plutôt dithyrambique, élogieuse sur les futurs travailleurs chinois. Ainsi, la feuille hebdomadaire de l'île Bourbon, en 1843, voit en eux, je cite, des travailleurs d'élite indigènes de l'Asie, affirmant, je cite, « Aucune race ne pourrait rivaliser avec eux ». Le lieutenant de vaisseau de Proté, qui revient en 1944, dresse un tableau plutôt rassurant des travailleurs, je cite, qui passent pour d'excellents planteurs, soigneux, persévérants, ne laissant rien faire au sucrier que la sucrerie. Ce sont des hommes sobres, patients, travailleurs, faciles à conduire par la douceur et la persuasion. Cependant, De Proté avance quelques conseils que peut-être les planteurs auraient eu raison d'écouter ou d'entendre. S'ils sont en but à de mauvais traitements et deviennent alors dissimulés au point d'être insaisissables, conservent des années entières le souvenir d'une injustice. Et De Proté ajoute, ils aiment l'argent, l'opium et le jeu avec passion. Selon un procès du Conseil colonial, au début, l'opinion favorable semble avoir écho. On a par exemple un rapport qui dit les habitants qui emploient des Chinois en sont également satisfaits. Cette race d'hommes est appropriée à presque tous les travaux, a une force physique très suffisante. Elle joint une extrême dextérité. Intelligente, façonnée à la civilisation, reconnaissant par une habitude l'utilité du châtiment, aimant l'argent, apte surtout aux besoins factifs, elle offre pour le travail des qualités précieuses et une bonne discipline, des facultés qu'on chercherait peut-être vainement ailleurs. Mais cette bonne opinion ne va pas durer longtemps et on va passer à la diapo suivante, des illusions. Donc là, vous avez une image de Roussin sur un travailleur chinois qu'il a dessiné. Et diapo suivante, des illusions. Alors, on assiste d'abord à la révolte, aux mutineries des engagés. C'est ainsi que Julien Gillot-Létang adresse une lettre au Conseil de Bourbon le 6 septembre 1844 pour faire rapatrier deux mauvais sujets concernant les Chinois, paresseux, incapables d'aucun service, et qu'il a fait emprisonner en attendant leur départ. Le 28 octobre 1844, un inspecteur de police adresse une lettre au directeur de l'Intérieur, se faisant l'écho des récriminations des engagés qui sont venus déposer plainte contre leurs engagistes. Alors, ces derniers vont manifester un mécontentement grandissant dont la presse se fait écho. Et le changement d'optique est saisissant. Vous vous rappelez l'indicateur, la feuille hebdomadaire de l'île Bourbon qui parlait en termes élogieux des travailleurs chinois. Là, cette fois-ci, il va changer carrément son fusil d'épaule et affirme « Les Africains seuls conviennent à nos cultures. Les Chinois sont une caste paresseuse. » Quand un autre journal, l'Indicateur colonial, il taxe les Chinois des pires travailleurs dans l'échelle des engagés. Il évoque une affaire qui a scandalisé la colonie.
je cite le journal, le navire Le Nouveau Tropique a introduit dernièrement à Saint-Denis 160 Chinois engagés à Amoy à raison de 10 francs par mois. Le jour même où on a voulu conduire les Chinois à la mairie pour régulariser leur engagement et les répartir selon chez leurs engagistes, une mutinerie a éclaté parmi eux. Cette mutinerie a eu pour cause, ou plutôt pour prétexte, la modicité de leur salaire. À leur arrivée, ils s'étaient mis en rapport avec leurs compatriotes à la brigade de l'atelier colonial qui reçoivent 27 francs 50 centimes de traitement par mois. Les nouveaux arrivants ont cru pouvoir exiger le même salaire sans égard pour l'engagement qu'ils avaient précédemment contracté. La société coloniale, inquiète et menacée dans la personne d'un de ses membres, demande une éclatante réparation à la suite d'une atteinte portée à la sécurité de tous ses membres. Et le journal réclame des lois répressives. À plusieurs reprises, le renvoi sera évoqué au Conseil privé de Bourbon. Leur donateur déclare « J'ai été plusieurs fois informé des mauvais services des Chinois de l'atelier colonial. Il se fait l'avocat de la demande du renvoi de 15 pluricalcitrants. Par exemple, il cite Chu Hua, paresseux, arrivant toujours à l'appel une demi-heure après les autres, quittant souvent le travail, insolent, ayant déjà fait 38 jours de convalescence, 32 jours d'hôpital, 43 de geôle, 23 de punition. Je note, dit-il, premièrement, il est paresseux, très excessivement. Deuxièmement, insolent. Troisièmement, joueur. Quatrièmement, raisonneur. Cinquièmement, voie de fait sur le chef. La situation empire au point que le 2 juillet 1846, le Conseil s'aperçoit que des plaintes s'élèvent de tous les côtés au sujet des Chinois. Ils sont généralement mauvais travailleurs, ils peuplent les geôles et les ateliers de discipline. L'année suivante, la dégradation de la situation ne fera que s'accentuer. Est-ce qu'il y a eu d'autres diapos? Sur la déception des engagistes. Alors, les engagistes ressassent l'amertume des illusions perdues. Première illusion perdue, c'est le prix. Les engagés reviennent beaucoup plus cher qu'ils ne l'avaient cru. Deuxième désillusion, l'inaptitude de ces hommes aux travaux physiques. Ils travaillent lentement et ils ont un caractère violent. Et par exemple, Gabriel de Kervegen, qui est un nom bien connu ici, puisqu'on a donné son nom à une salle de fête de la mairie, là, écrit au directeur de l'intérieur en 1948, « À leur arrivée sur mes propriétés, il ne m'a pas été possible de les placer immédiatement sur mes travaux de culture de champ, parce qu'il a fallu avant tout les habituer à quelques usages indispensables pour obéir à la discipline et à quelques mots de notre langue pour qu'ils puissent comprendre les ordres, soit de mes employés, soit de mes commandeurs. Ils ont été occupés pendant les premiers temps de leur arrivée à des travaux si peu importants que le produit ne suffirait pas à payer les frais de leur nourriture. En cet état de choses, il était encore possible de les maintenir dans la tranquillité et l'obéissance. Mais, le moment étant venu de les envoyer aux travaux des champs, ils ont prévenu qu'ils ne devaient pas être occupés qu'à des travaux peu pénibles et qu'ils n'étaient pas venus dans ce pays pour faire ce qu'ils appellent la grande culture. Peu à peu, ils se sont familiarisés avec le langage du pays et se sont jetés dans l'insubordination la plus dangereuse. Ils se refusent aux travaux dès que le matin, le temps couvert annonce la pluie.
Si la moindre pluie les surprend dans le champ, ils abandonnent l'ouvrage et se sauvent en toute hâte pour ne pas être mouillés. Alors, il y a troisième, donc leur inaptitude. Troisième point, peut-être si on peut revenir à l'image du commandeur, là. C'est... non, plus haut, plus haut. Enfin. Voilà. C'est un commandeur, donc un extrait d'une planche que j'avais montré dans la diapo précédente. Autre marque de problème de taille, c'est la violence inattendue de ces hommes qui n'hésitent pas à venir aux voies des fêtes et qui est une nouveauté pour ces maîtres habitués à plus d'obéissance et de passivité. Gabriel de Kerveken ajoute sur sa lettre: aujourd'hui, l'insubordination est à son comble. Ils menacent les régisseurs, les assassinent et mettent le feu partout où ils en trouvent l'occasion. À mon établissement des casernes, les gens de Saint-Pierre voient à peu près où ça se situe, ils ont cherché à tuer M. Ernest Lallemand, mon employé. Un Chinois employé à la batterie a enlevé dans ses bras un de mes noirs pour le précipiter dans une chaudière pleine de sirop bouillant. Il en a été empêché par d'autres noirs de la batterie. Les Chinois ont frappé avec une bûche le nommé Adolphe, commandeur, c'est la raison pour laquelle je vous avais mis cette image, avec l'intention de le tuer. Ils ont incendié un grand magasin plein de charbon de terre et de bois de construction. Dans la nuit du 8 au 9 février, ils ont conçu le projet d'assassiner les employés et de mettre le feu à l'établissement en commençant par le magasin de Rome. À mon établissement de la Ravine des Cabris, ils ont cherché à assassiner mes employés et les ont même frappés. À mon établissement du Tampon, M. Grégoire Otto, mon employé, vient de recevoir plusieurs coups de couteau. Et à mon établissement de Langevin Saint-Joseph, ils ont frappé à coups de pioche M. Bonnet, employé. Ils ont donné des coups de couteau à M. Violaine. Ils ont poursuivi et assailli à coups de pierre M. Urbel Baïf, régisseur en chef. Ils ont même tenté d'assassiner leur commandeur qui est un Chinois. Donc c'est vous dire la situation. On peut passer à la diapo sur le titre. Là vous avez, pardon, une petite son de Kerveken telle qu'elle a été dessinée par le marquis de Trévise. Elle n'existe plus aujourd'hui, elle a été détruite, mais je crois que ça se situe aux casernes. Il y a peut-être des gens mieux informés que moi sur le destin de cette maison. Alors, numéro 4 maintenant, voilà. Et on a entendu le son de cloche du côté des engagistes. Du côté des engagés maintenant, la colère et la frustration. En 1944, un inspecteur de police dépose une lettre de récrimination au directeur de l'Intérieur. 11 Chinois de M. Lacour, habitant Saint-André, viennent se plaindre que l'engagement qu'ils ont contacté avec le propriétaire n'est pas rempli. Premièrement, les rations alimentaires ne sont pas respectées. Deuxièmement, ils sont battus par le régisseur. Troisièmement, ils prennent l'ouvrage de 7 h du matin et ne le quittent qu'à 1 h du soir. Quatrièmement, ils sont mal soignés lorsqu'ils sont malades et l'un des leurs, Atiov, est décédé hier soir. L'inspecteur ajoute, ces gens me paraissent de bonne volonté et remplissent leur engagement religieusement. Donc, du côté des engagés, donc, voilà les récriminations. Premièrement, les engagistes ne tiennent pas leurs engagements. Presque tous se plaignent de la non-exécution des obligations contractées envers eux et des mauvais traitements.
Bien que nous ayons toujours fait droit de leurs réclamations lorsqu'elles sont reconnues comme fondées, l'engagiste ajoute: il existe parmi cette caste de si exécrables sujets et d'un si mauvais naturel qu'on se voit obligé d'agir avec beaucoup de circonspection. Donc, parmi les reproches, rations alimentaires insuffisantes, horaires excessifs, coûts et blessures, réclamations concernant les salaires. Par exemple, M. Périchon de Salazie, lorsqu'il a voulu se débarrasser des travailleurs chinois qu'il avait, il a proposé à l'administration, qui a accepté et qui lui a demandé de payer le solde dû à ces hommes. Mais une fois qu'il a cédé ses engagés à l'administration, il n'a plus voulu entendre parler de paiement et de salaire. Et maintenant, je passe aux causes profondes du contentieux. Premièrement, parmi les causes profondes du contentieux, il y a peut-être un grand malentendu entretenu par une sorte d'escroquerie par des négriers d'un nouveau genre, puisque d'un côté, monsieur de Kervegan dit que quand ils sont appris à s'exprimer dans la langue de leur engagiste, ils déclarent qu'ils ne sont pas venus dans ce pays pour faire de la grande culture. Donc ils ont peut-être été embauchés au départ pour des tâches artisanales et non pour les travaux agricoles. Deuxièmement, une autre cause profonde du contentieux, c'est l'incapacité des engagistes à sortir du schéma servile et à ne pas traiter les engagés selon les méthodes traditionnelles qui associaient travail et esclavage. Donc le travail des engagés est conçu comme un appoint, celui des esclaves, non comme leur substitut, comme dans l'optique de l'abolition de l'esclavage qui interviendra en 1848. On constate que les engagistes répètent avec les Chinois l'expérience qu'ils avaient faite avec d'autres Asiatiques, les Indiens en particulier, qui avaient répliqué d'ailleurs de manière identique. Vagabondage et révolte, deux des voies de fait par lesquelles les engagés affirment leur liberté d'hommes libres et préparent d'une certaine façon leur future promotion, sont durement réprimés. On assiste à une sorte de nouvel esclavage avec des similitudes, une vie quotidienne régie de façon identique, le huis clos social de la plantation, un système de contrôle hiérarchisé et répressif, l'emploi de la sanction comme outil de stimulation, des ponctions sur salaire comme moyen de punition, des abus au niveau du recrutement et du renouvellement des contrats. À la différence des Indiens qui jouissent d'un protectorat, le silence des intéressés, ici les Chinois, est moins profond que celui des esclaves, ne serait-ce que grâce à l'obligeance des consuls britanniques qui flétrissent dans les colonies françaises et anglaises l'esclavagisme des employeurs. À La Réunion, donc, dans la mesure où les Chinois n'ont pas ce recours administratif, où ils veulent néanmoins briser le mur du silence qui entoure ce nouveau type d'esclavage, leur expérience est encore plus révélatrice des mécanismes profonds qui régissent la société coloniale de plantation. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup.